Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière présentation de notre cours de web moderne. Aujourd'hui, on va regarder comment avoir une application full stack. Fait qu'on va se créer nous-mêmes une application qui va avoir un client, un serveur, puis une base de données derrière qui va être capable de gérer toutes nos problématiques habituelles. Fait qu'on va commencer avec la création de notre projet. Donc, habituellement, on avait soit une application React, soit une application pour notre serveur. Là, on veut les deux. Fait qu'il va falloir que dans notre projet, on aille en fait deux dossiers qui vont indiquer lequel qu'on est en train d'utiliser. Fait que ici, ce qu'on peut faire, c'est on commence ça, puis on va se créer des dossiers. Un client, un serveur. OK? Fait que à partir de là, dans notre dossier client, on va avoir notre Create React App qu'on va aller créer dans notre dossier client. Puis en ce moment, on va s'ouvrir un deuxième terminal parce que si on veut que les deux marchent en même temps, il va falloir que les deux partent en même temps. Fait que autant se partir ça tout de suite. Fait qu'on peut aller du côté de notre serveur, puis faire notre npx express generator. Puis dans l'express generator, on se souvient, il fallait faire notre npm install. OK? Fait qu'à partir de là, j'ai d'un bord mon application React, j'ai de l'autre bord mon application de serveur. OK? Donc, on a nos deux éléments ici. Fait qu'on va commencer en tranchant un peu dans le gras. OK? Fait que dans notre serveur, on n'a pas besoin de nos routes initiales. On n'a pas besoin ici de nos différentes affaires. On peut détruire ce dossier public-là. Juste pour être capable d'avoir quelque chose de plus clean. Là, parce que là, on a pas mal de stock. Fait qu'on va essayer de... OK. Fait que j'ai mon serveur. Mettons qu'on se fait juste un petit get pour le tester. Fait que on fait un app.get. Requête. C'est... Oups. J'ai dit send. OK. Puis on va dire allô. OK. Fait que on fait juste tester nos choses en ce moment. On part avec une autre mode hein, qu'on a déjà installé parce qu'il est installé globalement. Je peux le partir et tout va être bien allé. Fait qu'à partir de là, je devrais être capable d'aller ici à mon localhost 3000, mettre ça sur test. OK. J'ai inversé ces affaires-là. Hop. On a notre Allo. Parfait. On a notre serveur qui est fonctionnel. On retourne de l'autre bord hein, dans notre client. Donc, on est dans le dossier client. Puis ici, je peux partir mon client. Puis dans notre client, on devrait être capable d'avoir des choses intéressantes. Oui, on va... Là, ici, ça va me demander, veux-tu que je le mette sur un autre port? Je vais faire, oui, vas-y, mets-le sur un autre port. OK. Il a décidé de mettre ça sur 3002. C'est chill. Je vais pas mettre ça dans Chrome, par exemple. Ça m'en fout un peu. Et voilà. Fait que, on a ici notre localhost sur le 3000, puis on a ensuite notre autre élément sur le 3002. Excellent. Ok, ici en fait, c'est parce que j'avais déjà un autre serveur de partie sur le 3001. On va le fermer. Attends, juste par principe, on va refaire notre yarn start pour que ça soit très semblable à ce que vous voulez avoir vous autres. Puis ça va le partir sur le 3001. Excellent. Ok. Fait que on a notre 3000, on a notre 3001. Tout est beau. Fait que nous, ce qu'on va vouloir se créer aujourd'hui, c'est notre application de clicker qu'on avait, mais d'une manière permanente. OK? Fait que on va refaire ici
dans notre application. Fait qu'on va majoritairement travailler du côté serveur, puis on va travailler du côté React. Fait qu'on veut avoir un state qui va être un nombre de clics. Fait qu'il va falloir utiliser le useState. On va se créer notre élément qui va être capable de faire ça. Comme ça, useState. Comme ça. Oui, Francisco? T'es muté. Je pense que t'es plus muté. Oui, on t'entend. Allô. C'est bon. Allô, tu m'entends? Oui. Ok, parfait. Et Non, tu t'es remuté là, Francisco. Là, c'est bon. Oui. Ok, parfait. C'est juste que l'icône n'échangeait pas. L'idée générale de l'application qu'on fait, c'est quoi? Fait qu'ici, le principe, c'est... Je vais le montrer, là. OK. Fait que... Je veux juste avoir quelque chose qui affiche un nombre de clics. OK. Ici, on va enlever notre Learn React. On va se donner... Attends, on va le mettre dans un P ici. Juste pour que ça soit un petit peu plus beau. On va se donner un bouton. Puis, on va avoir notre bouton clic. Fait que, ce que je veux ici, notre but, on a une application comme ça, on a un bouton, puis je veux que quand je clique là-dessus, ça l'augmente ce compteur-là. OK? Mais je veux le faire de la manière la plus permanente possible. Parce que nous autres, ce qu'on avait vu jusqu'à présent avec React, c'est que si je rafraîchis la page, ça revient à zéro. Moi, je vais être capable de rafraîchir la page, puis que ça reprenne où c'est qui était rendu de la manière la plus permanente possible. Fait qu'on va voir comment être capable d'avoir le clic, puis que cette information-là vienne d'un serveur, que le serveur va être capable d'envoyer les informations. Puis, à ce point-là, si le serveur plante, par exemple, puis qu'on revient, ben encore une fois, le clic va être reseté. Fait qu'on va se faire une troisième partie, qui va être une base de données, qui va compter le nombre de clics, puis qu'elle va être permanente, elle va communiquer avec le serveur, puis le serveur va pas communiquer avec notre application. Puis là, ça va faire en sorte que, à moins qu'on drille à travers mon disque dur, on va savoir le nombre de clics en tout temps. OK, parfait, merci. Fait que là, je vais reconstruire toutes ces étapes-là, puis on va avoir des milestones où c'est qu'on va dire, ben OK, premièrement, on va le faire de la manière React, pure et simple. Hein? Fait que on sait qu'on peut faire le ici click handler. Je pourrais le mettre directement dans le bouton, là, mais on va voir plus tard que c'est utile pour plus tard de le mettre tout de suite dans un petit bout de code. Fait qu'ici, on peut dire set clicks. Comme ça. Fait qu'avec ça, on devrait être capable d'avoir ici notre application qui fait des clics. Fait que ça, c'est des choses que je m'attends qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de magistral. C'est toutes des choses qu'on est supposé pas mal avoir acquis jusqu'à présent. Oui, Christopher? Est-ce que tu fais clics plus 1 parce que le plus fonctionne pas? Ou... Ben, parce que ici, on ne veut jamais faire plus sur des éléments de useState. Ok, oui, c'est ça. Hein? Parfait. Fait qu'on prend l'ancienne valeur, on y rajoute 1, ça devient une nouvelle valeur, on l'envoie, puis un moment donné, cette affaire-là va être mise à jour, puis ça va nous le faire afficher dans notre application. Excellent. Fait que là, ce qu'on veut, c'est être capable d'aller chercher des informations de notre serveur à la place.
OK? Fait que le nombre de clics, je vais être capable que ce soit mon serveur qui le gère. Fait que ici, il va falloir aller travailler du serveur, puis il va falloir être capable d'aller trouver des manières d'aller chercher un nombre de clics, puis d'aller remettre un nombre de clics. Fait que ici, première chose, si on veut une information dans notre serveur, il va falloir être capable de sauvegarder ça quelque part. Fait que ici, on va se créer un élément qui va être capable de sauvegarder ça. Ici, pour vous donner le plus de compréhension du problème, on va le over-engineer un petit peu. Là. Fait qu'à place de juste être une valeur, on va se faire un objet qui va contenir une propriété clics. OK, donc ici, ça va être pour vous aider avec ça comme une espèce de tremplin pour votre devoir. Fait qu'on se crée ici une affaire qui envoie des clics. OK? Fait que à partir de là, si on commence à aller chercher clics ici, je pourrais directement juste renvoyer clics. Fait qu'à partir de là, si je m'envoie ici, pourquoi tu m'as envoyé là? Parce que j'ai ça d'ouvert en même temps quelque part. Oups. Donnez-moi un instant, j'ai d'autres choses d'ouvert. On va fermer ça. On ferme ça. On est bon. Fait que on commence ici. Puis là ici, j'ai clics. Puis j'ai mon clics qui est à 0. OK, fait que là, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec le get. On renvoie ça. On a le clics 0. Oui, Francisco? Pourrais-tu récapituler, désolé, je sais qu'on se répète, mais non, on est là pour app.get, merci, c'est gentil. Ce que app.get est avec les paramètres que tu as mis à l'intérieur de cette fonction? Oui, certainement. Puis il faut voir, aujourd'hui, on recheck d'autres affaires, fait que c'est important. Fait que le app, premièrement, c'est l'instance de notre serveur express. OK, donc toutes les différentes méthodes partent à partir de cet objet-là. OK? Fait que c'est pour ça que c'est app. Ensuite, le get me permet de fixer une fonction de middleware. Donc, on avait vu au dernier cours que les middleware, c'était des éléments qui sont capables de traiter un objet de requête puis un objet de réponse. OK? Donc, le principe, c'est que quand on travaille avec des requêtes HTTP, on dit, voici ce que tu as comme requête, je peux regarder la requête, je peux aller chercher les informations, puis je veux renvoyer une réponse qui va répondre à cette requête-là. Fait que on a une fonction de middleware qui est ici notre arrow function qui reçoit la requête et la réponse, puis que moi je peux comme commencer à travailler à l'intérieur de ça. Le get, lui, dit exécute ça à cette route-là spécifique. Fait que ici, le get me dit que quand j'ai une méthode get à cette route-là, c'est ce middleware-là qui va être activé. Puis moi, mon middleware, ce que je dis, c'est renvoie les clics. Fait que tout simplement, renvoie qu'est-ce que j'ai dans clics. Fait que ça fait en sorte que si je change ici, puis je reteste mon affaire, ça me donne des nouvelles choses. Oui, Francisco? Et merci beaucoup. Maintenant, la nouvelle question, c'est avant, tu avais corrigé qu'on ne devait pas utiliser var, mais ici, on utilise var app. Pourquoi on n'utilise pas let app? En fait, ça serait const. C'est juste le boilerplate est en vieux JavaScript. Donc, c'est du code qui a été écrit automatiquement. Là. Mais ça pourrait très bien être des const partout ici. Okay. Mon doigt était pas à la bonne place. Et voilà. Puis, tout ça ici, et là. Puis là, on est clean. OK. Fait que j'ai ce principe-là. Là, ici, on veut être capable de aussi changer notre clic. Hein? Fait qu'il va être capable va falloir être capable d'envoyer une information sur notre API pour dire incrémente notre clic. Fait que ici, on peut y aller de différentes manières. On pourrait avoir une autre adresse qui serait celle-là qui incrémenterait.
OK? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la méthode HTTP qui va être utilisée. Donc, c'est quoi la méthode HTTP pour dire au serveur, voici des nouvelles informations? T'sais, on a le get pour aller chercher des informations. C'est quoi la méthode qui me permet de dire, yo, voici du stock? Chercher un peu, là, aller chercher les requêtes HTTP, là, mais je bouge pas de site, là. Hein. J'ai manqué la question, là. Fait que, ici, on dit, OK, on vient de setter un get. OK? Fait que quand on a des requêtes de get, qui habituellement, quand je rentre dans un browser, ça va être ça. Mais quand j'ai besoin de mettre des choses sur un serveur, OK, ça va être quoi la méthode HTTP? Oui, totalement. OK? Tout va bien, là. Hein? C'est des choses qu'on est supposé déjà avoir vues, là. Hein? Tu sais, quand on fait, mettons, un form, puis que tu cliques sur le submit, ça fait un post, là. Hein? Mais il y en a 4, parce qu'il y a get, post, il y a 2 autres que je ne me rappelle plus. Put et delete, qui sont les deux. Ça existe ici avec Express? Oui, c'est ça. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. OK. Si on est capable de faire un get, on est capable de faire un post aussi. Puis, on est capable de le faire sur la même adresse. OK? Donc, ici, dépendamment de la méthode, ça va faire des choses différentes. Si on met un espace, on va mettre un... comme ça. OK? Puis là, juste par principe, on va aller faire la même chose, juste pour l'instant. OK? Mais là, pour tester ça, là, on ne peut plus vraiment juste utiliser le browser. Parce que le browser, quand je m'en vais dedans, puis je clique sur Enter, ça me donne un get. OK? Donc, pour être capable de tester des applications, OK, pour tester des API, on a des applications spécifiques qui sont capables de chercher... OK. Fait que on a ici, il y a différentes applications qui sont capables de faire ça. OK. Donc, moi, celle que... Je pense que c'est... Et puis, c'est ici. Donc, Insomnia, OK, qui est une application gratuite qui est capable de tester des API. OK? Donc, Insomnia Core, qui est capable de tester des API. Fait que si on monte ça ici, je vous montre ça dans un instant. Il faut juste que ça part mon affaire. Puis en fait, moi, je vais vous montrer le même, là, parce que moi, j'en ai un autre qui est juste pour macOS, là, mais celui-là, il est disponible pour toutes les différentes affaires. Allez. Excellent. Come on. T'es capable. Fait que le principe ici, pendant qu'on en parle, ça va être de avoir une liste des différentes méthodes possibles, puis d'être capable de les tester rapidement. Donc, quand on est en train de créer un API, c'est vraiment important d'être capable de tester les différents endpoints qu'on appelle, donc les différents éléments qu'il va falloir réutiliser dans nos applications. Je ne veux pas commencer tout de suite à aller dans mon application puis commencer à essayer de faire des posts à l'intérieur parce que là, je vais avoir des problèmes de l'API puis des problèmes de mon application de React, puis je ne saurais pas qu'est-ce que je suis en train de régler à quel moment. Fait que j'ai l'exemple suivant d'Insomnia. OK? Puis on peut ici tester plusieurs choses. D'autres, on va se créer une nouvelle requête. Fait qu'on va avoir notre API clicker get, mettons. On crée ça. Puis on s'en va à localhost 2.3000. Puis on dit clicks. OK?
Donc, on est capable de prendre les informations, envoyer ça, puis on peut voir ici que ça me dit ça a pris combien de temps, ça prend combien de taille, c'est quoi le code qui a été envoyé, puis on peut voir le résultat. Fait que si j'ai ça, je peux me faire une autre requête. Ici, attends, je peux-tu la duplicate? Ouais, fait que moi je veux le post. Puis le post, moi je veux que ce soit un post. Puis on peut voir ici les différentes méthodes. Il y en a plus que 4 en passant, c'est juste que habituellement on en utilise jusqu'à 4. Fait qu'ici, si je fais un send, je peux voir que j'ai le clicks. Puis si je change, ici je veux que ça soit comme ça ici. Si, admettons, je change le résultat du post pour envoyer, je sais pas moi, un autre objet quelconque, là, juste pour voir que ça marche la différence entre le get et le post. Quand je fais le post, je peux voir ici que ça me redonne effectivement cette partie-là. Quand je fais le get, je peux voir que ça me redonne cette partie-là. OK, fait que maintenant, j'ai la même adresse, mais qui utilise 2 éléments différents, puis qui va être capable de gérer ça. Parfait. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est dans le post, je vais vouloir incrémenter mon nombre de clics, puis renvoyer cette information-là. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est que je vais aller dans mon affaire. Puis ici, on est dans une application purement JavaScript. Il n'y a pas de useState, il n'y a pas rien. Là, on est juste dans JavaScript. Fait que je peux l'incrémenter, c'est bien correct, il n'y a pas de problème, tout va bien. Puis à partir de là, je peux renvoyer clicks. Fait que post. Fait que si je fais mon get, hein, puis je peux double-cliquer ici. Puis à partir de là, je peux-tu juste le... Non, faut que je clique ici. OK. Fait que quand je fais le post, je peux voir que mon nombre s'incrémente à chaque fois maintenant. Quand je fais mon get, je peux voir que j'ai effectivement la valeur où c'est que je suis rendu. Est-ce que ça va pas pire à la création de l'API? Mais je ne comprends pas le get ici, dans ce cas, parce que on est en train de faire un get depuis le serveur. Exact. C'est ça? Fait qu'on dit que notre serveur est capable de soit juste nous donner le nombre de clics où c'est qu'on est rendu, ou notre serveur est capable d'avoir une autre action qui incrémente le nombre de clics. Mais après, le get va aller chercher le nombre de clics à l'intérieur de la base de données. C'est pour ça qu'on fait des get, parce que normalement, c'est le client qui, quand lui il clique, lui fait des posts, non? Oui, c'est ça. Le client va être capable de faire des posts. Fait que moi ici, je suis comme le client ici là, dans Insomnia. Là. Je suis un client qui communique avec le serveur. Fait que quand moi je vais commencer mon application, je vais faire un get, je vais me dire OK, je commence à 8. Parfait. À partir de là, je suis dans mon application, je clique sur mon bouton clic. À chaque fois que je vais cliquer, je vais faire un post. Puis à chaque fois que je vais faire un post, ça va incrémenter la valeur. Est-ce que c'est OK, maintenant, oui. OK. Oui, je pensais qu'Insomnia était du point de vue du serveur. Non, c'est ça. C'est que c'est un client pour tester notre API, justement. C'est pour abstractiser puis de ne pas avoir React dans le chemin en ce moment. T'sais. C'est ça le but. Cool. OK. Fait que là, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable de faire ces requêtes-là à l'intérieur de notre application de React, puis d'être capable de importer cette information-là à l'intérieur. OK? Fait que on remet ça de l'autre bord. Non, je veux ça de même. Merci. Fait que là, ici, le but, c'est de revenir dans mon application de React, puis d'être capable de rajouter l'utilisation de méthodes, OK,
pour être capable de faire ça. Fait qu'on peut utiliser soit Axios, soit Fetch. Moi, ça ne me tente pas d'utiliser des librairies additionnelles. Fait que ça me tente d'y aller avec Fetch. Fait que pour être capable de faire le Fetch correctement, on peut ici, donc ce ne sera plus ça notre résultat. Hein, ça, c'est notre ancienne version. On veut être capable de faire un Fetch. On veut aller à host. Clicks. Puis là, pour travailler avec différentes méthodes, le fetch a besoin d'avoir le nom de la méthode. Par défaut, c'est get. Hein, si je marque rien, c'est get. Fait que je peux... Oups. Voyons, celui-là. Fait que j'ai un objet avec fetch qui va avoir différentes informations que je veux envoyer. Fait qu'ici, mettons, j'ai la méthode, puis je peux faire un post dessus. OK. Fait que après ça, je peux avoir mon habituel den, OK, qui va avoir une réponse, puis qui va faire quelque chose avec cette réponse-là, mettons. OK. Là, ici, juste, on pourrait console log, c'est la réponse. Response. Excellent. Fait que à ce point-là, juste avec ça, on devrait être capable de voir ici, quand j'ai le post, ouais, il faudrait que je marque click avec un S. Je peux voir ici, quand je clique, je peux voir sur mon serveur qu'il a bien pogné le post. OK? Donc, le principe ici, c'est que je suis capable de voir le résultat de ma requête. Là, ici, pour prendre des bonnes pratiques, okay, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la réponse du serveur, puis on va prendre le résultat du serveur pour se rester à jour. Okay, donc, le principe ici, c'est que le clicks, je veux être capable de le recevoir. Fait que si je m'en vais dans mon serveur ici, OK, je reçois le clicks ici, là. OK, fait que de ce bord-là, on avait vu que, en fait, nous autres, ce qu'on va faire, c'est res.json. Puis, si je regarde la réponse de ça, on peut le console log pour le voir aller. Fait que là, ici, on va inspecter ça. On ouvre notre console. Puis, à partir de là, quand je clique, je peux voir que j'ai une gentille erreur. Cette erreur-là, c'est une erreur que vous allez voir quand vous commencez à travailler avec des API externes. Fait que le principe ici, c'est que ça dit le Cross Origin Request Block, okay, le CORS Cross Origin Request, là. Ça s'appelle le CORS. Le CORS Header n'est pas correct. Fait que les browsers de nos jours, les navigateurs, ne permettent pas de faire des requêtes à partir de JavaScript par défaut. Okay? Parce que sinon, ça fera en sorte que si tu irais sur megasite-megamauvais.com, puis que ce site-là fait une requête à Facebook, ben, puisque tu as toutes tes cookies, puisque tu as toute ta session qui est là, lui pourrait commencer à faire à semblant que c'est toi qui es sur Facebook. Fait que par défaut, Facebook ne permet pas, ben en fait, les navigateurs ne permettent pas de faire des requêtes à travers du JavaScript. Il faut aller sur le serveur, puis dire au serveur, c'est correct si tu reçois des requêtes de l'extérieur, c'est legit. Fait que il y a une librairie qu'on peut rajouter à notre serveur qui va nous permettre de gérer ça. Oui, Francisco?
as dit que c'est le JavaScript du navigateur qui ne permet pas de faire des requêtes, mais maintenant tu parles du serveur qui empêche. Oui, t'as raison. Je me suis mal expliqué. J'ai pas compris. La requête, quand elle est envoyée au serveur, le serveur va répondre « Voici les adresses avec lesquelles cette requête-là a le droit d'être faite. » Puis si cette liste de places-là n'inclut pas l'adresse qui vient de faire la requête, le navigateur va le bloquer. Fait que le principe, c'est que du navigateur, dans mon JavaScript, j'ai une requête. Ça s'en va au serveur, parce qu'on a vu que ça arrivait au serveur. Là. Il est capable de la faire. Mais dans la réponse du serveur, il va avoir ce qu'il appelle le CORS header, qui va dire « Voici les sites qui ont le droit de faire cette requête-là. » Puis si le site web ne fait pas partie de cette liste-là, c'est là qu'on voit cette erreur-là. Ça veut dire que la requête a été faite, je reçois la réponse, mais le navigateur fait en sorte qu'il bloque pour se protéger des sites malicieux. OK? Fait que pour enlever ça, puis de ne pas avoir de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un middleware dans notre serveur. Fait que on va installer dans notre élément. Donc, il faut installer la librairie CORS. Fait que npm i CORS. On a installé CORS. Puis à partir de là, on utilise les mêmes éléments qu'on avait ici. OK. Puis à partir de là, on l'utilise comme middleware. Pour dire, pour toutes les requêtes, je m'en fous d'où ça vient, laisse-la passer. Donc là, ici, on vient d'ouvrir notre API à tout le monde. OK? Il y a d'autres, tu peux aller voir après ça dans la documentation, comment limiter ça pour que ça soit juste l'adresse IP de ton serveur, puis l'adresse IP de tes applications, ou l'adresse web de ton application. Donc ici, il y a des manières de comme mieux gérer ça. Là. Mais pour l'instant, on est en développement, là, fait qu'on va juste ouvrir la porte à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de problème avec. Fait que on repart ça. On rafraîchit notre application. Je fais le clic, puis je peux voir, j'ai plus l'erreur, puis je peux voir que je reçois le nouvel objet. OK? Puis, à chaque fois que je clique, le nouvel objet va avoir la nouvelle valeur. Fait que je reviens dans mon application React, puis j'ai maintenant le nouvel objet qui a les éléments. Fait que à partir de là, je peux dire que mon setClicks va être ici à la place. Fait que quand je vais cliquer, ça a fait un post. Le post m'a renvoyé le nombre de clics courants. Puis, ce nombre de clics courants-là, je l'utilise pour mettre à jour mon nombre de clics. Fait que là, j'ai réussi à avoir une communication avec le serveur qui me revient, puis qui est capable de faire afficher mon résultat. Puis, si je rafraîchis ma page, j'ai encore l'état initial qui est 0, on va régler ça tantôt, mais quand je reclique, je me reprends où c'est que j'étais rendu. OK? C'est un grand avancement, là. Hein? On est capable d'avoir une donnée qui est persistante sur le serveur à travers les rafraîchissements de la page. Qu'est-ce que je voudrais... Oui, vas-y, Francisco. Pourrais-tu montrer le programme côté client? Merci. Attends, ici, je peux mettre les deux. Fait que ça, c'est côté serveur. Puis celui-là, c'est le code côté client quand je clique sur le bouton. OK, parfait, merci. Fait qu'on a notre méthode post. On a ici
le résultat que j'utilise, que je reconvertis en JSON, parce que je sais que c'est du JSON. Puis je suis capable d'utiliser le clicks à la place. En passant, si je voulais être fancy, hein, à la place d'avoir ça, je pourrais utiliser le remplacement de paramètres. Exécution. Qui prend l'objet, va dans l'objet, va chercher la propriété clicks, puis créer une variable clicks immédiatement, hein, si je veux être fancy. Okay. Cool, merci. OK. Fait que là, il nous reste une dernière affaire à travailler de ce bord-là, qui est la mise à jour initiale. Okay? La mise à jour à l'activation de mon application. Dans les hooks, on avait vu quelque chose qui pouvait être utilisé pour faire du code, pour exécuter du code une fois au début de mon application. Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce qu'on utilisait pour être capable de faire du code au début de notre application? UseEffect. UseEffect. Moi puis Francisco, on venait d'en parler, là, fait que je m'attendais que lui aussi soit capable de répondre à cette question. Ouais, je pense qu'il avait levé sa main. Oui, effectivement, il a levé sa main après. C'est ça, après, je l'ai levé. Mais j'ai vu ta main. J'acknowledge que tu savais la réponse. Fait que on veut notre UseEffect. Le UseEffect va être un hook qui va me permettre d'exécuter du code une première fois au début de mon application. Fait que j'ai ici mon UseEffect qui va prendre une fonction de callback. On va enlever ici comme ça. Puis on va dire qu'il n'y a aucune dépendance. Comme ça va se faire juste une fois, plus jamais autrement. Fait que là, ce que je veux, c'est être capable de faire la même chose, mais juste faire le get initial. Hein? Fait que je peux reprendre ça ici. Non, j'ai pas vu, non. Mais je m'en fous du type de méthode. Puis le restant reste tout pareil. Puis juste avec ça, boum. Quand je rafraîchis, qu'est-ce que ça veut dire exactement, sais-tu? On voit par exemple que pendant un petit instant, là, hein, c'est marqué 0. Pourquoi? Ben parce que initialement, moi j'ai dit que ça c'était 0. Hein? Si je change ça à nul, mettons, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte que ça fait juste pas apparaître pendant un instant. Pourquoi? Parce que quand j'ai ça ici, ça devient nul, fait que ça fait apparaître rien. Donc, ça fait juste apparaître rien pantoute. Donc là, il y a différentes méthodes de comment tu voudrais dealer avec ça. Tu pourrais utiliser du conditional rendering pour dire que ça serait peut-être tout ça au complet que tu voudrais faire disparaître. Tu sais, comme il y a différentes méthodes de comment faire les choses. Tu pourrais faire en sorte que ça soit en attente du nombre de clics. Donc, tu sais, il y a comme plein de possibilités là, de qu'est-ce que tu peux faire. Là, c'est tout dans la partie React. Mais on a le principe. J'ouvre mon application. Je suis capable d'avoir le nombre. Je suis capable de cliquer. Ça garde la nouvelle version. Puis quand je rafraîchis, j'ai la persistance. Damn. Wow! Mais ça, cool. C'est juste la première étape. Parce que, en ce moment, si j'arrête mon serveur, puis je le repars, ben, je retombe à la valeur initiale que j'avais setée dans mon serveur. Ça soque. Okay? Parce que le serveur, des fois, il crache. Ou dès que je commence à faire une modification, ça rafraîchit la page. Fait que notre prochaine étape, ça va être de partir une base de données, puis de connecter mon serveur à la base de données pour que le serveur ait une connexion à un élément qui est complètement persistant. Avant de faire ça, par exemple, puisqu'on commence à se tirer longtemps, on a fait pas mal de stock, là, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Je vais pouvoir aller boire de l'eau à la toilette.
Puis on va revenir là-dessus. Donc, deuxième partie de l'application FullStack. Fait que là, on a créé une application à 2 tiers. Hein. On a l'affichage, le client, puis on a la logique, le serveur. Là, ce qu'il va falloir, c'est créer notre troisième tier, qui va être la persistance de données, qui va être gérée par une base de données. Donc, j'ai ici déjà créé une base de données, donc c'est pas dans le... je m'attends à ce que vous soyez capable de créer des bases de données, puis être capable de les naviguer à l'intérieur, savoir comment faire les selects et ainsi de suite. Donc, le principe, c'est que j'ai déjà une base de données que j'ai installée, puis je veux être capable de créer une table à l'intérieur que je vais pouvoir aller travailler avec. Donc, ici, on va se créer une nouvelle table. On va l'appeler, je sais pas moi, ici j'utilise en passant une application qui s'appelle DataGrip, hein, donc qui est faite par la même compagnie qui fait WebStorm, qui est faite par la même compagnie qui fait IntelliJ. Fait que DataGrip, c'est fait pour travailler avec des bases de données. Fait que ça me permet de facilement gérer ça de l'extérieur. Fait que mettons ici, on va en appeler une qui s'appelle Clicking, puis on va se donner un ID. Ok, un ID qui va être la clé primaire, puis donc clicks, hein, fait que on a ici une table avec 2 colonnes. En ce moment, pas la chose la plus intéressante au monde, mais juste le principe ici qu'on se crée des choses puis qu'on va être capable d'aller les chercher par la suite, c'est ça qu'on veut aller travailler avec. Oui, Francisco? Ce qui est intéressant, quand tu es en train de cliquer dans les champs, et puis ça écrit la requête en bas automatiquement, c'est cool, ça c'est intéressant. DataGrip, c'est nickel. Ça existe pour PC aussi? Oui, c'est ça, c'est un logiciel, c'est la même compagnie qui fait WebStorm. Fait que si tu as pris le student là, subscription, tu as ça de disponible aussi dans ta liste. Là. Ok. Cool. Merci. Ok. Fait qu'on va se créer ici une gentille table qu'on a appelée Clicking. Puis à l'intérieur, en ce moment, on n'a rien pantoute. Fait qu'on va aller ajouter... ici, si j'ouvre la table, j'ai rien pantoute. Fait qu'on va aller se créer une nouvelle ligne. On va dire, mettons 1. On va mettre, mettons 3 dedans, juste par principe. Puis je vais mettre ça à jour. Donc, j'ai cliqué sur Enter ici, là. Puis, on peut voir en passant que quand je fais des choses dans l'affichage, il va aussi quand même aller marquer la commande qui a été faite dans la console. Comme ça, tu sais, si il y a des choses que tu ne te souviens pas hein, en SQL, on peut toujours aller travailler avec. Fait que, même principe, si, admettons, genre, je veux voir si je change une valeur à l'intérieur, OK? Je veux voir comment est-ce que ça a été changé. Je peux voir ici que c'est la fonction update hein, qui me permet de faire ça. Fait que même si je me souvenais pas c'était quoi mes différentes commandes SQL, on est capable d'aller le rechercher. Je vais le remettre à 3 ici parce que j'aimerais savoir quelque chose qui est différent de notre serveur. Parfait. Fait que j'ai une base de données, il y a une information que je peux aller chercher à l'intérieur. Comment je fais pour aller... fait que je vais mettre ça de côté pour l'instant. Comment je fais pour aller travailler avec ça dans mon application. Fait que si on retourne sur le site d'Express, si on regarde dans les guides, on a une section pour les intégrations avec les bases de données. Fait ici, on a les différentes bases de données possibles. Puis pour chacune, ils vont me dire quel est le module que je veux utiliser, puis un exemple d'utilisation du dit module. Oui, Francisco? As-tu démarré l'enregistrement? Oui. Ok, parfait, cool. Merci, juste pour ma tranquillité. Pour pas avoir peur, tout va bien. C'est que ici, on a, différents. Moi, j'utilise en ce moment Postgres. Fait que si je regarde, Postgres a besoin d'un module qui s'appelle pgpromise. OK? Donc, si je vais aller voir, je peux aller dessus. C'est une librairie. OK, il y a comme plein de code qui vient avec. Cool, c'est bien. Puis ici, j'ai un exemple de comment est-ce que je peux l'utiliser.
parfait. Fait que je retourne dans le code de mon serveur. Hein, parce que là, en ce moment, notre application, elle devrait plus changer. Hein, parce que notre application, notre client, parle au serveur. Puis c'est la seule communication qui devrait se passer avec le client. À partir de là, nous autres, on est en train de rajouter une étape après, mais tout ça devrait rester invisible pour le client. Hein, fait que l'application React en ce moment, elle devrait être terminée. Fait que je suis dans mon serveur. Je veux premièrement installer ma librairie pgpromise. Fait que npm i pgpromise. Faire attention ici de bien être dans le dossier du serveur. Hein? Si tu as comme cancellé ton client et tu installes pgpromise dans ton client, ça ne sert à rien. Fait qu'on installe pgpromise. On repart mon serveur. Puis là, si je change des choses là-dedans, ça devrait commencer à fonctionner. Fait que si je regarde ici, j'ai besoin d'avoir, bon, la librairie que j'importe. Puis après ça, un appel qui va être ma connexion à ma base de données. Fait que ici, j'ai ça. OK. Donc ça ici, on garde ça ici puisque c'est un appel de la fonction, c'est dans la documentation de pgpromise. Puis là, à partir de là, il faut comme fixer cette affaire-là. Parce que username, password, c'est pas ça en ce moment. En ce moment, j'ai utilisé des excellents mots de passe qui est Postgres, puis comme password Postgres, puis le nom de la base de données, c'est Postgres. OK? Ça, c'est... Je veux dire, tu peux pas être plus sécuritaire que ça. Là. Okay? Jamais il penserait que c'est 3 fois la même chose. Puis le port, c'est le port par défaut de Postgres qui est le 5432. Fait que ici, c'est les informations que j'ai setupées quand j'ai fait mon installation de ma base de données puis l'installation de ma table elle-même. Fait que ça, c'est des informations que vous devrez être capable de gérer dans votre configuration. Fait que je passe ça. Oui, Francisco? Quand tu parles de la base de données, tu parles de l'instance de la base de données, mais pas où se trouve la table. Parce que la table, il me semblait que j'ai vu clics ou des... Effectivement. Je ne sais pas. Je parle de la base de données de manière comme entité générale. Là. OK? Compris. Après ça, dans cette base de données-là, effectivement, nous autres, ce qu'on a fait, c'est dans notre base de données, qui est la base de données Postgres, on a la table Clicking, que c'est là qu'on va commencer à aller faire nos différentes requêtes. Cool. OK? Fait que je vais être capable de setter ça à une valeur initiale, OK? Qui n'est pas le clicks 5. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça ici, hein? Puis on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Fait que je peux voir ici le DB1. Fait que si là, il faut aller voir la documentation de chacune des différentes bases de données parce que c'est pas tout le temps cette affaire-là qui marche. Là. Si, mettons, je regarde pour Oracle, quand j'essaie de faire ma requête, c'est un await connection execute. Donc là, ça va dépendre de qu'est-ce que je suis en train d'utiliser comme base de données, c'est quoi la librairie qui vient avec, puis c'est quoi les exemples qui vont venir avec. Pour Postgres, le one me permet de faire une requête que je sais, okay, j'assume qu'il va juste avoir une réponse. Okay, juste une ligne de réponse. Fait qu'il va être capable de me retourner cet élément-là. Fait que si, admettons, on fait juste un petit test. Fait que si, admettons, on l'essaye là. Fait que je veux select étoile from clicking where id égale 1. OK, donc ça ici, ça devrait me retourner cette ligne-là individuellement, okay, que je vais pouvoir aller parser après ça dans mon projet. Excellent. Fait que c'est une fonction asynchrone. Fait que je peux ici avoir quelque chose comme ça. Fait que là ici, on va juste voir le résultat de data. Ok, juste voir si ça marche.
Fait que je repars mon affaire, puis je peux voir ici, ça n'a pas marché fort fort. OK? On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, effectivement. Et not found host, parce que faut effectivement changer le host. Hein? Le host aussi était à modifier. Excellent. Parfait. Fait que je regarde ici, le console log me retourne le clicks. Fait que là, ici, je veux dire que j'ai réussi à me connecter à ma base de données. J'ai réussi à faire une requête. Puis je suis capable d'aller interpréter les dites données. Oui, Francisco. Mais ici, là, on voit la réponse de la base de données dans le terminal, mais tu as mis console log. Je m'attendais à voir ça dans la console du navigateur. Ben, perdu. En ce moment, ici, c'est que j'ai écrit ce code-là directement dans le code du app.js. C'est à l'extérieur de quoi que ce soit, des routes et ainsi de suite. Fait que ça fait juste s'exécuter en même temps que le serveur part. Là. Mon code de React est ici. Là. Ça ne devrait plus avoir d'incidence sur qu'est-ce que je fais de ce côté-ci. Parce que ça, c'est ce qui roule quand le serveur roule. Le console log du serveur est ici. OK. OK? Donc, quand je suis sur le client, quand je fais des console logs du client, là, ça va apparaître dans le navigateur. Mais quand je fais des console logs du serveur, le client n'a aucune connaissance de ça, puis c'est seulement le serveur qui est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est l'autre principe aussi d'encapsulation. En ce moment, le client va n'avoir aucune connaissance que je parle à une base de données. Va avoir aucune connexion directe à la base de données, ne sera pas capable de savoir les requêtes SQL, ne sera pas capable de savoir l'adresse de la base de données. OK? Pour lui, la base de données, elle n'existe pas. Puis cette distanciation-là est importante. Est-ce que c'est plus clair sur qu'est-ce qui se passe? Oui. Okay. C'est juste du code, il n'y a pas d'affichage dans le serveur, dans le web, c'est ça. Donc, et j'ai bien compris la séparation du client jusqu'à la base de données qui va passer par le serveur. Excellent. Oui, merci. Fait que si on prend cette information-là, puis on dit, ben, à la place d'être juste click 5, hein, ce que je veux ici, c'est que data, ça soit clicks est égal à data.clicks. Hein. Fait que là, je change l'information qui est ici en disant, va prendre ce qui est d'un donné, puis va mettre ça ici. Fait que ça fait en sorte que si je retourne sur mon application React, puis que je rafraîchis mon application React, maintenant mon application React, quand elle part, elle fait une requête au serveur. Le serveur fait une requête à la base de données. La base de données répond à cette affaire-là, puis renvoie l'information à mon client. Pourrais-tu répéter ça de nouveau? Ouais. Désolé. Fait que là, le principe, c'est que quand je pars mon application de serveur, l'application du milieu, celle-là fait une requête à ma base de données, puis met à jour son nombre de clics. OK? Puis, quand mon application part, lui va demander le nombre de clics qu'il sait en ce moment, puis lui va donc répondre avec cette information-là, mais qui vient de la base de données. Fait que si le clicks 5 initial, en fait, celui-là, il sert plus à rien. Là. OK? Il va jamais vraiment être utilisé. Là, le principe, c'est quand je vais faire mes requêtes, puis quand je vais changer le nombre de clics, ça ne sera plus ça qu'il va falloir que j'aille, par exemple. Il va falloir que je change le contenu de ça pour être complètement dissocié
de cette information-là, puis que je travaille seulement avec l'information de la base de données. Fait que je veux plus ça. Ce que je vais vouloir, c'est faire un update, puis d'aller chercher le résultat de l'update. Juste pour être certain que tout est clean, t'sais. Fait que pour être capable de faire un update, je vais utiliser le db none. Okay, pour dire que je fais une requête, mais je ne m'attends pas à avoir de résultat en retour, parce que le update ne me retourne aucun résultat. Fait que j'ai le none, puis on avait vu tantôt que c'était update. Clicks est égal à clicks plus 1, là c'est du SQL. Là. Oui, Francisco? Et le post, c'était la réponse du serveur vers le client. Mais exact. Là, tu parles d'update. Oui. Je suis mélangé parce que je m'attendais dans le post à recevoir l'information de la base de données, puis aller pour faire le post pour le client, aller chercher l'information de la base de données et envoyer ça au client, mais où j'ai mis un update ici, j'update quoi? La base de données ou quoi? Oui, exactement. Fait que le principe ici, c'est que quand je paye sur mon clic dans mon application, quand je paye sur le clic de mon client, je veux augmenter le nombre de clics. Pour envoyer cette commande-là à mon serveur, je dis post sur telle adresse. Fait que là, mon serveur reçoit la requête du post, puis il dit, OK, quand tu m'as dit post de clics, ça veut dire qu'il faut que j'incrémente mon nombre de clics. Fait que pour incrémenter mon nombre de clics, j'ai besoin de faire un update sur ma base de données, puis après ça, de vérifier que cette information-là a bien été acheminée. Ah là, je comprends. Je pensais qu'on parlait de répondre, la réponse du serveur au client pour le faire afficher le nombre de clics augmenté. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'on l'augmente aussi. Là. Ouais. Fait que là, ici, là, le principe, c'est que cette affaire-là, c'est une requête asynchrone. OK? Donc, il faudra un den. Mais ici, on veut attendre que la requête soit finie, puis on veut faire un select après pour aller voir est-ce que ma valeur a bien été modifiée. Fait que là, j'aurais un paquet de den qui s'augmente un après l'autre. On avait vu une syntaxe alternative à ça, pour être capable de se faciliter la vie, qui était les async await. Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est de dire ce middleware-là va être asynchrone, puis attends d'avoir fini avant de faire quoi que ce soit d'autre. Puis après ça, je vais être capable de aller reprendre cette information-là. Puis encore une fois, dire quand tu fais ça, fais-le bloquant. Okay? Donc, même si c'est une requête asynchrone en ce moment, fais-le bloquant. Comme ça, on va être capable de faire autre chose par la suite. Puis à ce moment-là, on va être capable de dire encore une fois que clicks.clicks est égal à data.clicks. Fait que là, le principe, c'est que quand je pars de mon client, je clique là-dessus, ça fait un post sur mon serveur. Fait que j'arrive ici en me disant, rendu ici, il faut que j'incrémente mon nombre de clics puis que je vérifie que cette incrémentation-là s'est bien passée. Fait que lui, il va envoyer une requête à la base de données qui va y faire le update. Okay? Fait que dit, pour tel clic, va mettre à jour le nombre de clics. Puis une fois que ça s'est fait, on a même attendu pour être certain d'avoir la réponse qui disait que tout s'est bien passé ou pas. Une fois que tu as fini, va me chercher le nombre de clics. Donc, je fais une deuxième requête avec un select, qui est le même select qui était ici. Là. Va me chercher le nombre de clics,
prend ces données-là, puis renvoie-les à mon client. Que le client, lui, va mettre à jour la page avec, là. Hein? Fait que c'est important. Fait que maintenant, quand je clique, je peux voir que ça augmente encore une fois. Puis non seulement ça, ok, mettons, je monte ça jusqu'à 10. Si je ferme mon serveur, je rallume mon serveur, je rafraîchis ma page, j'ai le même nom. Fait qu'à ce point-ci, je peux avoir une panne de courant, puis quand je reboot tout, j'ai de nouveau mon nombre de clics. Fait que ça nous fait un 3-tier application. Ici, j'ai fait un petit repo GitHub avec ce code-là. Comme ça, vous allez pouvoir l'étudier. Puis même à l'intérieur, j'ai 2 ou 3 petites affaires de différentes que je veux vous indiquer, là. Premièrement, quand vous allez sur le repo, vous avez 2 branches. Okay? Une branche pour le client-serveur, puis une branche pour le client-serveur base de données. Okay? Donc, en passant pour la base de données, il faut que la base de données existe pour que ça marche. Là. Fait que celle-là, il faudrait installer faudrait que vous ayez un serveur de Postgres qui roule puis qui est utilisable pour que celui-là marche, mais vous pouvez quand même étudier le code. Puis, à l'intérieur de celui-ci, pour vous aider aussi dans votre projet d'aujourd'hui, j'ai rajouté, ok, quand je clique quelque chose, j'envoie un contenu. Ok, parce que là, ici, en ce moment, notre post, il est un peu simpliste. Parce que quand je poste, il n'y a rien de spécial qui se passe. Ok, donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est poster des informations, mais poster des informations avec du contenu à l'intérieur. Fait que dans l'exemple, j'ai rajouté ici des données qui sont ensuite, si on retourne dans la partie serveur, qui sont récupérées puis qui sont affichées dans le serveur. OK? Donc, j'ai rajouté ça. Vous ferez marcher le client-serveur, voir qu'est-ce que ça donne. Ça va vous donner des indices, des pistes pour qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour le travail intégrateur de la session. Speaking of which, travail intégrateur de la session. J'ai mis le lien vers l'élément. Encore une fois, c'est une affaire à faire en équipe. Ça veut dire que il faut recréer les équipes que vous avez faites la dernière fois. Donc, une personne crée l'équipe, les autres vont pouvoir se joiner à celui-là. Fait que, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire l'application, ok, de Ultime Hello World, ok, de Web Moderne, qui est une application de To-Do. OK? Donc, si... pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un to-do, là, j'aimerais ça juste d'avoir une simple. OK? Donc, le principe d'une application de to-do, c'est d'être capable d'avoir une liste de choses à faire, puis de pouvoir les cocher, puis de les enlever de la liste. OK? Donc, c'est une liste avec des descriptions, puis je vais être capable de supprimer les éléments dans la liste. Fait que, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? OK? Dans notre application, donc le principe de to-do, ça peut être très large. Là. Nous autres, on veut être le minimum possible. Fait que je vais être capable d'ajouter un élément dans ma liste de to-do. OK? Donc, d'avoir une petite barre puis dire aller chercher l'épicerie. Créer un to-do. Faire tous mes devoirs. Créer un to-do. Puis
Puis là, tu aurais une liste de tous ces to-do-là qui sont disponibles. Je veux être capable de supprimer un élément de la liste de to-do. Fait que pour chacun des to-do, tu peux avoir un piton done ou un crochet ou n'importe quoi. Puis ça le barre, ça l'enlève de la liste. Donc l'implémentation est laissée à votre discrétion à ce point-là. Mais il faut être capable de faire quelque chose avec le to-do. Soit l'enlever de la liste, soit le rayer, y donner un changement d'état. OK? Puis il faut être capable de garder de la persistance. Okay, ça veut dire que si je refresh mon application dans mon browser, je veux réavoir la même liste qu'il y avait auparavant. Critères d'évaluation. Okay, donc, la base, c'est d'avoir ça avec une interface client-serveur. Puis, je veux de la persistance d'au moins 2/3. OK, donc l'élément de base, ça veut dire qu'il faut que tu ailles le client React, puis tu ailles le serveur. Mais je n'ai pas besoin, pour le MVP, là, pour passer le cours, là, je n'ai pas besoin d'avoir une intégration avec une base de données. Mais ici, il y a beaucoup d'extras possibles à aller chercher. Là. OK? Donc, le principe, c'est que plus du monde va chercher des extras, plus tu as du bon pointage. Mais pour avoir le minimum requis pour passer le cours, là, c'est juste un client React, un serveur. Je peux rajouter des choses dans le client React, je peux les déliter. Puis si je rafraîchis mon application sur React, ça va chercher les informations du serveur, puis ça les renvoie. À partir de là, on a beaucoup de choses possibles que tu peux faire de plus. Première chose, d'avoir une connexion à une base de données. Donc, d'avoir, comme qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui, un troisième tiers, qui est une information complètement persistante à travers une panne d'électricité, qui va se connecter au serveur puis qui va pouvoir faire la gestion des éléments. On a aussi la possibilité d'avoir un déploiement en ligne. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai parlé, mais je donne des exemples, là, puis si vous avez du temps, d'avoir l'application qui est disponible sur une adresse externe. OK? Ça peut aller chercher des points rapides. Pas rapides, hein? Ça va être... c'est un calvaire de faire ça. Donc, on a d'autres extras possibles. Donc, le principe, c'est que tu peux aussi rajouter des éléments. Parce que là, ici, on est comme dans notre version la plus simpliste d'informations. Tu as comme une liste de descriptions. C'est juste un tableau de string. Hein? C'est pas mal ça qui se passe à l'intérieur. Fait que ici, tu peux rajouter des éléments dans la classification des to-do. Fait que, mettons, tu pourrais avoir des to-do par type. Okay? Fait que des to-do maison, des to-do d'école, puis là, tu peux sélectionner le type du to-do à faire, puis ça le classifie d'une meilleure manière. Donc, d'avoir plus d'informations que juste la description, ça t'apporte des points bonus. Puis, une fois que tu as ces informations-là, tu peux même les catégoriser. Donc, l'affichage puisse prendre cette information-là, puis la classifier. Okay? C'est un autre extra possible. Fait qu'il y a des extras de front-end, il y a des extras de back-end. C'est un peu éparpillé un petit peu partout. Mais minimalement, il faut être capable de rajouter une liste de tâches, d'être capable de déliter ces éléments-là, puis que si je rafraîchis mon application dans React, ça reprend la liste de tâches qui était là auparavant. Oui, Aaron. Oui, alors, au fond, deux petites questions. Fait que la première partie, la base, ça correspondrait à la première partie du cours, c'est ça, j'imagine? Exactement. Ben, de faire une application qui est capable de, tu sais, avoir le input, puis de cliquer, puis que là, ça rajoute ça dans une liste, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait dans notre premier projet. OK. Puis là, ça, c'est si on réussit à faire ça, est-ce qu'on a 60% ou 100%? Avec le MVP, tu as quelque chose autour de 70%. OK. C'est assez pour passer le cours. C'est ça le MVP. C'est le Minimum Viable Product. OK. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que c'est clair qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas nécessairement clair comment le faire, là, mais est-ce que le produit fini est clair dans votre tête de qu'est-ce que je m'attends?
Ouais. Excellent. Oui, de mon côté. Excellent. Oui. Excellent. C'est clair. Ben, super. Fait que... That's it. Amusez-vous. Je vous ai imparti de tout mon savoir. Donc, ici, le principe, c'est... Dans le cours, j'ai été seulement un guide, un mentor, plus qu'un enseignant. Hein? Donc, je n'ai pas donné des notes spécifiques, je ne vous ai pas régurgité qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur les différents sites, on a été lire la documentation ensemble, puis on a créé des petits projets à partir de cette documentation-là. Donc, une fois que vous allez avoir terminé le cours, ce qui est important, puis qu'est-ce qui est plus important que la matière elle-même qu'on a appris, c'est qu'une nouvelle technologie, tu peux aller lire la documentation, tu peux créer des petits projets, puis tu es capable d'aller chercher des informations additionnelles. Fait que, autant qu'il y a plein de stages en React, puis il y a plein de stages en Node.js, puis il y a plein de stages en Express, puis il y a plein de travail dans ces différents domaines-là, si vous allez chercher un autre framework de front-end, que ce soit Vue.js, qui en est un, qui te permet de faire la même chose que React, mais... Hello? Merci. Qui te permet de faire la même chose de React, mais d'une autre manière. Si on regarde ici, j'ai un petit peu de code. J'ai le même principe, que j'ai du JavaScript qui va me créer du stock. Ou que tu ailles chercher d'autres serveurs web qui, mettons, te permet d'avoir un serveur web à la place d'avoir Express. Ben, il y a un serveur web qui est basé sur React. Ou que tu commences à aller regarder d'autres serveurs web. Fait qu'à la place de Node.js, tu peux aller chercher, il y a Deno qui commence à devenir hotshot dans les serveurs web à la place de Node. Toutes ces affaires-là, c'est toutes des affaires qui te sont accessibles, en ayant lire la documentation, en voyant comment ça marche, puis en essayant les différentes informations. Il n'y a rien qui est en dehors de votre portée. C'est ça que je veux qu'on comprenne à la fin de ce cours-ci. C'était un bon rousing speech. Oui. Tu nous as vendu tout. Et voilà. C'est ça.